Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job. Aujourd'hui, pas de perspective de carrière sans fidélisation. Ça, c'est un sujet intéressant qui renvoie évidemment aux enjeux de l'engagement. On va en parler avec Hubert Côté, il est notre invité, directeur général France de Work Day, et ils ont des études et des datas. On va en parler avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, l'entrepreneuriat est souvent la première expérience pro, notamment pour les jeunes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville. On va en parler avec nos invités. Laure Coussira-Couster, directrice générale adjointe de l'ADI, qui accompagne justement ces jeunes entrepreneurs des quartiers. Et puis Laëlle Kouadi, créatrice de projet BK. Elle nous expliquera ses engagements d'entrepreneuse et la manière dont elle a été accompagnée. Et puis on terminera avec le livre de Smart Job, comme chaque semaine, le grand livre du recrutement, tout savoir de A à Z sur le recrutement. On fera le point avec Alain Gavant. Il est l'auteur de ce bel ouvrage, consultant en recrutement. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler, alors sujet éminemment important dans ce contexte où l'IA percute nos organisations, des perspectives de carrière et de l'engagement des collaborateurs. On en parle avec vous, Hubert Côté. Bonjour Hubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général France de Workday. Alors vous étiez venu il y a presque un an, Oui, parce que chaque année vous publiez, à travers les datas que vous avez, une photographie, je dirais quoi, de la situation des salariés, des collaborateurs dans l'entreprise. Il y a une idée forte qui ressort dans votre étude, il y a une sorte de crise silencieuse, de salariés un peu comme ça, en quiet quitting, qui bougent plus, qui sont plus engagés et qui ont un coût exorbitant pour l'entreprise. Oui, alors effectivement, on publie toutes les années ce qu'on appelle le Global Workforce Report, qui est effectivement les grandes tendances du marché de l'emploi puisqu'on possède de la donnée. Alors plus que le quiet quitting, on voit une augmentation de l'attrition, donc des départs, des hauts potentiels, dans 100% des industries, mais dans certaines industries, type le retail, à plus de 64%. Donc on sent une tension aujourd'hui sur les hauts potentiels qui peuvent quitter l'entreprise, faute de promotion interne et d'une certaine forme de réduction de la mobilité interne. D'ailleurs, que le rapport met en avant moins 8% de mobilité interne dans l'entreprise, ce qui crée du coup un espèce de plafond en termes d'évolution de carrière. Évolution de carrière en interne au point mort, bloqué. Ouais. Donc ça désengage. Qui aboutit finalement à quoi? À la fuite des talents. Les entreprises ne savent pas retenir leurs talents, c'est ce que vous dites finalement. Alors notamment dans les hauts potentiels, mais oui, généralement, il y a un sujet de rétention des talents. Et quand on sait le coût d'acquisition des talents, c'est un sujet qui devient absolument une priorité pour les entreprises. On voit la photographie de ce que vous nous décrivez, on voit finalement des salariés qui quittent, des hauts potentiels, des talents qui vont partir. Quelles sont les solutions que vous pouvez peut-être comme ça dessiner en ombre chinoise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les réengager, les accompagner, les faire progresser? C'est quoi les grands sujets qui pourraient les faire rester? Alors il y a plusieurs solutions. Nous, la conviction, c'est qu'il faut fluidifier un petit peu le monde du travail, et notamment ce que nous, on appelle une bascule vers une meilleure gestion des compétences, alors ce qu'on appelle les skill-based organizations, c'est-à-dire les entreprises qui mettent la compétence au cœur de la politique d'emploi. Alors, pour attirer les talents, c'est-à-dire définir quelque part les compétences de demain pour attirer des nouveaux profils un petit peu moins orientés sur des descriptions de postes comme on le faisait comme avant, mais quels sont mes besoins de demain et donc quelles sont les compétences clés dont je vais avoir besoin. Quoi, en fait, alors, on réhumanise, on repersonnalise aussi un petit peu la compétence. On individualise presque. Absolument. On pourrait parler de la symétrie des attentions comme dans le CRM. Pour attirer un client, il faut savoir lui parler son langage et avoir une approche personnalisée. C'est un peu la même chose avec les candidats et notamment de la nouvelle génération, ce qui permet d'acquérir des nouvelles compétences en entrée, mais aussi de fluidifier le marché de l'emploi interne des entreprises. Les marketplaces internes des entreprises se sont développés. Et là, l'idée, c'est de dire que par rapport à mes différents besoins dans l'entreprise, quelque part, est-ce que j'ai pas la compétence cachée dans mon organisation, plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur et de chercher le mouton à 5 pattes. À condition d'avoir bien monitoré, bien criblé ses collaborateurs et de les connaître. Absolument. Donc il faut pour ça des systèmes qui permettent de collecter cette data un petit peu nouvelle sur
les compétences et les aptitudes. Plus fine. Et c'est à ça que des technologies comme nous servent. Hubert Côté, il y a un autre sujet qu'on aborde beaucoup dans notre émission. Alors, on a une émission tech sur Bismart, mais elle impacte le monde du travail, c'est les stratégies IA. Et vous dites dans votre étude qu'elles sont majoritairement à 44% jugées négativement par les collaborateurs. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi évangéliser, rassurer, former. Alors, ce que dit, il y a une étude à Davos qui a montré que alors, si l'IA, et notamment l'IA agentique, apporte des gains de productivité, il y a une perte de 40% de ces gains de productivité liés au fait que les utilisateurs retraitent l'information de l'IA. Donc ils abîment l'IA pure, quoi. Alors, ils ne l'abîment pas à 100%, parce que c'est que 40% des gains de productivité, mais ça veut dire qu'il y a encore des gisements de valeur à aller chercher, qui passent par quoi? Alors déjà, il n'y a pas de déploiement de technologie à l'échelle sans adoption. Donc ce qu'il faut, c'est que la technologie soit adoptée par les utilisateurs finaux. Vous dites une transparence et une communication transparente sur ce sujet. En fait, oui, il faut à la fois une stratégie claire des entreprises sur pourquoi je déploie de l'IA, quel type d'IA je déploie, pour quel bénéfice de tous, et puis accompagner, alors notamment les managers, puisque c'est vraiment la courroie de transmission de la stratégie de l'entreprise déclinée sur le terrain. Donc on voit dans le report que d'ailleurs les directions générales commencent à déporter les économies liées au gain de productivité de l'IA dans la formation, notamment au job de demain, mais aussi à l'usage de l'IA, pour que ces gains de productivité soient encore plus forts dans l'avenir. Donc ça veut dire, un peu comme le sujet que vous traitez de manière globale pour la rétention des talents, sur ce sujet spécifique, c'est la même chose. Il faut engager, il faut être clair dans sa stratégie et il faut embarquer et ne rien cacher. Il faut embarquer, ne rien cacher, accompagner le changement. Toute technologie de rupture, toute mutation de rupture dans l'organisation d'entreprise requiert un accompagnement du changement. Donc si on veut que l'IA se déploie et quelque part produise sa pleine puissance, il faut accompagner les utilisateurs de l'IA à la comprendre, à l'accueillir, et puis à comprendre que ça augmentera leur capacité plus que ça n'impactera leur futur. Sujet passionnant qu'on traite beaucoup. Merci Hubert Côté d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Directeur général France de Workday, à lire la fuite, c'est le titre exact, la fuite des talents, réinvestir dans le développement des collaborateurs pour libérer la valeur de l'IA. C'est sur votre site Workday à découvrir dans son intégralité. Merci Hubert de nous avoir rendu visite. J'ai envie de vous dire à l'année prochaine pour la prochaine étude pour voir sur quel thème vous allez travailler, quelles sont les datas qui vous sont remontées puisque vous vous inspirez des datas. On tourne une page et on s'intéresse à ces jeunes talents, on parle des talents qui veulent devenir entrepreneurs. C'est parfois d'ailleurs la manière de créer leur emploi, je pense à ces jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville qui deviennent entrepreneurs. Comment faire? Comment se faire accompagner? Comment ne pas faire d'erreur? On en parle avec nos invités. C'est le débat du Cercle RH. Le Cercle RH, pour parler de l'entrepreneuriat, vous êtes au bon endroit puisque Smart Job parle du recrutement, de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs et entrepreneuses. On en parle aujourd'hui. On va faire un focus sur les entrepreneurs et entrepreneuses des quartiers prioritaires de la ville, de ces jeunes pleins de talent qui ne savent pas trop quelle porte pousser. Ils ont l'idée, mais ça reste parfois compliqué, et notamment pour se faire accompagner financièrement. On en parle avec mes invités. D'abord, je vous présente Laëlle Kouadi. Bonjour Laëlle. Bonjour. Très heureux. Je vous présente en premier parce que vous êtes une entrepreneuse, vous êtes une créatrice et vous avez créé le projet Beka. L'entreprise existe, produit à base de karité. Mais alors après, vous faites des petites potions magiques avec des mélanges d'huile essentielle. C'est à la fois bon pour la peau et c'est bon pour le stress, c'est ça? Pour lutter contre le stress? Oui, tout à fait. Je résume bien? Tout à fait. Vous n'êtes pas venu avec votre produit, vous ne l'avez pas sur vous? Si, je l'ai, mais... montrez-le nous. Bon, c'est vrai que j'ai pas sur le plateau, vous n'avez pas malheureusement. l'erreur. Ah mince. On va en parler en tout cas. Merci. Vous allez nous parler de votre parcours. Laure Couster, ravie de vous accueillir. Alors vous connaissez bien, vous êtes directrice générale adjointe de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est un maillage territorial d'environ 200 agences, 90 en Ile-de-France si je ne m'abuse. 90 dans les quartiers prioritaires de la ville. Tout à fait, partout en Hexagone et dans les Outre-mer. D'abord, je me tourne vers vous parce qu'il y a des événements qui se préparent. Je crois qu'on est dans la semaine de l'entrepreneuriat, enfin, dans les quartiers. Ça dit quoi lorsque des jeunes poussent la porte de l'ADI et qui vous disent « j'ai une idée », mais je ne sais pas comment faire. C'est plus compliqué quand on est un jeune issu des quartiers prioritaires que, je dirais, qu'une personne des quartiers autres.
C'est plus compliqué, effectivement, et les statistiques d'ailleurs nous disent que pour les habitants des quartiers, il y a une volonté, une force entrepreneuriale plus forte que partout ailleurs. C'est un habitant des quartiers sur 7 qui aimerait bien devenir entrepreneur. C'est beaucoup plus que la moyenne des Français. Mais quand on regarde après ce qui passe directement à l'action, eh bien, ce ne sont que 3% des habitants des quartiers qui sont effectivement à la tête de leur petite entreprise. C'est 5 fois moins que pour la population française. Laëlle, rectifions Quadio. Oui, tout à fait. J'ai oublié le haut dans la présentation, mais je rectifie évidemment. Ça a été votre cas, vous? C'est-à-dire que comment on est entrepreneur? Comment vous dites, vous avez moins de 30 ans, comment vous dites un jour, je veux créer mon entreprise, j'ai cette idée? Ça part de l'idée du produit ou c'est l'idée d'être entrepreneur qui vous intéressait? C'est une très bonne question. Moi, je dirais que il y a l'idée, mais il y a aussi une vision qui a été déclenchée, soit par des rôles modèles, soit par des lectures. Bon, pour ma part, je dirais que c'était plus facile parce que dans ma famille, ma grand-mère, mon père sont entrepreneurs. Et vous avez travaillé pour votre père, si je ne m'abuse, j'ai bien lu. Oui, c'est vrai, mais quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'ai un peu aidé. Donc vous l'avez vu aussi? Oui, je l'ai vu à la boîte. Exactement. C'est quoi la notion d'entreprise pour vous? C'est la liberté, c'est la capacité de créer, c'est la capacité de gagner de l'argent aussi? Tout à fait. Je dirais que c'est un service. C'est lorsque vous êtes face à un problème, vous dites je vais vous apporter une solution concrètement. Mais c'est vrai que par rapport au salariat, on apporte aussi un service, mais il y a une sorte de plafond de verre qui n'existe pas dans le salariat. Et là, ça appelle aussi à la créativité et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je donne la parole à Laure parce que le travail de l'ADI, c'est de l'accompagnement financier, mais c'est aussi de l'accompagnement sur la confiance, sur la capacité à construire son projet. C'est pas que de l'argent sonnant et trébuchant. Il faut donc oser, vous nous dites ça finalement. À un moment donné, il faut franchir le pas. Il y a l'idée, puis il y a le moment où ça bascule. Vous vous en souvenez de ce moment-là? Oui. C'est tout à fait. Ça, des événements plutôt personnels qui m'ont fait comprendre que c'était le moment. Si c'était de moi-même, dans le plan logique des choses, je serais allée dans une carrière classique. Mais en fait, des événements personnels ont provoqué le déclic qui a fait que je me suis dit, on n'a qu'une seule vie, donc autant J'y vais. Oui, voilà. Et vous avez 23 ans quand vous créez l'entreprise, et on va basculer sur l'accompagnement parce qu'il y a la création, puis il y a l'argent. Ces jeunes que vous voyez, ils ont déjà un projet ou certains viennent vous voir, moi j'en ai rencontré, qui disent « je veux être entrepreneur ». C'est-à-dire c'est le concept de l'entrepreneur qui leur plaît. Les jeunes qui viennent nous voir, ils ont un projet. Ils ont un projet. Et après, ils sont empêchés. Souvent d'aller vers l'emploi salarié. C'est pas facile, surtout quand on est jeune et qu'on est en début de carrière. Ils créent leur emploi. Il y a une notion aussi de sortir effectivement d'une situation de chômage. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y avait l'envie aussi de liberté, d'émancipation. Et puis il y a aussi souvent l'envie de vivre d'un talent ou d'un rêve qu'on a. Voilà, ça c'est des envies qui sont très fortes. Et donc on le voit, beaucoup ont cette envie, ce rêve, un habitant des quartiers sur 7, et après on n'en trouve que 3% qui passent à l'action parce que des freins importants, le frein d'accès au financement, voilà, et le frein de est-ce que j'ose me lancer, ça a l'air très compliqué tout ça, c'est beaucoup de démarches, comment je vais faire, je prends des risques, voilà. Et donc c'est sur ces notions-là que les entrepreneurs, encore plus dans les quartiers et encore plus les jeunes, ont besoin d'accompagnement et d'un appui financier. L'appui financier, c'est une question que vous vous êtes posée. Vous aviez ce produit à base de beurre de karité, dans lequel vous allez mettre des huiles essentielles. C'est un produit qui est confectionné, que j'imagine vous allez porter ensuite dans des réseaux de distribution. Donc il y a quand même la conception, la commercialisation. Vous avez été confronté dans votre business plan, j'imagine, aux problèmes financiers. Comment vous avez eu vent et entendu parler de l'ADI? Parce qu'à un moment donné, c'est ça le sujet. Oui. Où je trouve de l'argent? Vous allez voir votre père, vous allez voir la famille, puis à un moment donné, on vous dit qu'il faut aller peut-être voir une banque. Oui, c'est vrai. Donc oui, au début, c'est la famille qui a beaucoup soutenu. Ah ouais. Mais quand ça se formalise, l'avantage, c'est que j'avais déjà été accompagnée par un autre organisme qui m'avait plutôt aidée dans le business plan. Et au moment du financement, j'ai eu une opportunité de participer à un concours de pitch. Et moi, je vous avoue que à la base, j'ai un peu peur de tout ce qui est financier, mais ça m'a beaucoup aidée. Oui. Pitcher votre boîte? Oui, voilà. Pitch ta boîte? Oui, c'est ça.
Et donc, défendre pour avoir un financement. Et j'ai gagné ce concours. Et c'est comme ça que je suis rentrée. J'ai pu connaître un petit peu les services de l'ADI et voir tout ce qu'ils proposaient. Et à ce moment-là, vous enclenchez quelque chose. Alors, peut-être pas directement avec Laure, j'en suis pas totalement certain, mais en tout cas avec des personnes qui vous accueillent. Avec des conseillers de l'ADI. C'est ça. Et on vous dit, et vous dites, j'ai besoin de 10 000, 5 000, comment ça marche? Eh ben, elle rencontre un conseiller ou une conseillère de l'ADI. Laëlle, dans ton cas, toi, je ne sais pas si c'est un conseiller ou une conseillère. Oui, c'est Astou, que je salue. Ma collègue Astou que je connais. Il se crée forcément des liens. Et oui, forcément, parce qu'Astou, elle a écouté le projet de Laëlle, elle l'a laissé pitcher et elle a créé une relation de confiance avec elle. Béton armé, elle avait eu son prix juste avant, donc elle savait pitcher. Et à ce moment-là, vous allez jusqu'à combien? C'est des microcrédits? C'est des microcrédits, effectivement. Et donc, on va aller jusqu'à 15 000 € maximum en financement pour une entreprise. Mais ça, c'est le maximum. En moyenne, les personnes à qui on prête en prêtent 5 000 € pour démarrer. C'est petit. Toi, dans ton cas, Laëlle, je ne sais pas quel a été ton premier financement. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Oui, j'ai emprunté 1 000 € et j'avais une prime en plus. Wow. En plus de la prime que j'avais gagnée. Donc, ça fait la prime du pitch? Oui, du pitch. Donc, si on accumule les trois, ça fait 3 000 €. Donc, 3 000 € pour créer quoi? Pour aller acheter la matière première, j'imagine? D'une part, et surtout... L'informatique? La formation, dans un secteur que je ne maîtrisais pas. Donc, oui, et après aussi, les approvisionnements chez les fournisseurs. Un peu de stock, pour avoir un peu de stock. Secteur, vous ne connaissiez pas, vous connaissiez quand même le karité et le produit. Oui, mais pas le secteur de la cosmétique, qui est beaucoup plus... Donc là, vous êtes formé? Oui. Ce qui est payé donc par le microcrédit. Tout à fait. Vous l'avez remboursé intégralement, je vérifie. Oui, il est remboursé. Oui. Mais sauf que vous, si j'ai bien compris, vous en avez repris un deuxième. Oui, tout à fait. Là, comment ça se passe? C'est-à-dire que la personne est accompagnée, elle règle ce microcrédit, la 2000, et elle retourne voir son conseiller. Sa conseillère, pour lui dire j'ai un nouveau besoin, et lui expliquer quel est ce nouveau besoin. Mais c'est super l'exemple de Laëlle, parce que ça montre que, vous voyez, parfois c'est des toutes petites sommes qui manquent pour oser. Et aussi parce qu'un organisme, comme l'a dit, a fait confiance, et donc on prend confiance, et donc on passe du rêve à la réalité d'une entreprise que maintenant Laëlle gère depuis plusieurs années. Alors Laëlle, création en 2023, vous avez, on peut le dire, 29 ans, et vous ne les faites pas. Aujourd'hui, c'est quoi le développement? Parce que vous en vivez, vous avez réussi à créer un emploi, vos produits sont distribués. Vous en êtes où là, dans le développement de votre entreprise? C'est une belle question. Alors là, j'en suis à la phase... de commercialisation dans le dépôt, dans la recherche de distributeurs. Et puis, je participe aussi à beaucoup de salons pour me faire connaître, pour gagner en notoriété. Et donc, j'en suis vraiment fière. Donc, c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu avec votre flacon, parce qu'il a une marque. C'est BK? Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas ramené le produit. C'est parce que je suis en train de tout revoir à zéro et je ne veux pas vous dévoiler la surprise. Donc, je vous invite à vous abonner à mes Ceux qui nous regardent et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, vous savez, il y a une émission sur une grande chaîne qui veut devenir mon associé, et qui est aussi la rencontre de jeunes talents issus, pour certains, des quartiers prioritaires. Vous cherchez quoi aujourd'hui là? Des réseaux de distribution, des gens qui posent votre produit sur des magasins, sur des réseaux, c'est ça que vous cherchez? Tout à fait. C'est vraiment principalement ça que je recherche. En plus que j'ai pu par la suite étendre ma gamme de produits. Donc j'ai beaucoup plus de produits à proposer, mais toujours dans la même lignée. Bien-être. Carité. Bien-être. Pas seulement. Oui, c'est le bien-être de la femme en général, et ça touche aussi à l'aspect un petit peu alimentaire pour certains. Comment vous la regardez, et à travers elle, finalement, comment vous regardez toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui trouvent un sens à leur vie et qui se construisent. Et surtout qui tissent un fil, c'est ça qui est fabuleux, et l'histoire de Laëlle, elle l'illustre très très bien. On part d'une idée, d'un produit, on se lance petit, on teste, on se questionne, on bifurque, on saisit des opportunités, parce que je sais que Laëlle, elle en a saisi aussi dans différents domaines pour faire croître son entreprise. Et c'est tout à fait emblématique des parcours des entrepreneurs que l'on finance et que l'on accompagne. L'ADI, pour se faire une idée avant de nous quitter, c'est un volume de combien? C'est-à-dire, il y a combien de jeunes qui sont accompagnés aujourd'hui? On parle de petites sommes, et le budget global distribué à ces jeunes, c'est combien? En moyenne, c'est 5 000 € d'emprunt. Et pour donner un peu des ordres de grandeur, l'ADI, c'est l'année dernière, c'est 25 000 entrepreneurs financés, dont presque
presque 7000 dans les quartiers. Hein, c'est un gros volume d'activité. Elle a dit, c'est le premier réseau de financement et d'accompagnement des créateurs d'entreprises dans les quartiers. Vous l'avez cité tout à l'heure, presque 100 bureaux qui sont dans ces quartiers prioritaires ou en immédiate proximité. Et cette semaine, on fait connaître justement l'entrepreneuriat dans les quartiers. L'entrepreneuriat dans les quartiers. Tout à fait, voilà. À travers une grande semaine de communication. Du 2 au 6, on s'arrête au 6 malheureusement. Oh là là. Okay. Mais on condense 600 événements pendant ces jours-là. Voilà. Et donc on vous invite, on invite tout le monde à aller consulter sur le site www.adi.org l'ensemble de ces 600 événements et de venir nous rejoindre et comme la passer du rêve à la réalité. Et donc avec des rôles d'ambassadeurs, parce que j'imagine que vous continuez, je ne sais pas si vous habitez toujours le Val-de-Marne, mais oui. Vous croisez des copains, des copines de votre génération, certains sont salariés, peut-être d'autres hésitent. Est-ce que vous les encouragez à devenir entrepreneurs? Est-ce que vous leur dites, vas-y, fonce, si tu as envie, fais-le? Oui, tout à fait. Parce que je me dis qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut saisir les opportunités elles se présentent, quand elles se présentent. Et comme Nelson Mandela l'a dit, on ne perd jamais, on apprend toujours. Donc c'est très beau. Oui. Vous vous définissez comment? Comme entrepreneuse aujourd'hui? Est-ce que vous assumez lorsque vous êtes en société, lorsque vous dînez avec des amis ou des gens que vous ne connaissez pas? Comment vous vous définissez? Oui, c'est tout à fait vrai. Je me définis comme une entrepreneuse. C'est pas toujours facile à... On vous regarde comment? On se dit, bah, c'est quoi entrepreneuse? Ou on vous dit, génial, c'est top? Pas toujours. C'est plutôt waouh, et ça va. Pas trop dur. Oui, c'est pas trop dur. Mais en fait, moi, je le vis comme une véritable aventure de vie. Il y a plein de. C'est comme un film. Il y a plein d'intrigues. De rebondissements. Oui, tout à fait. D'opportunités, de rêves. Et. Ça rebondit, ça bouge, c'est jamais pareil. Tout à fait. En tout cas, votre objectif, et c'est intéressant que ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux, entendent que vous avez des produits. C'est peut-être l'occasion, vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet. Le premier, c'est le Projet BK, où vous trouverez toute la gamme de produits cosmétiques à base de beurre de karité. Le karité à la fleur d'oranger et la chantilly à la myrrhe. Et aussi, deuxième site pour l'épicerie fine africaine, s'appelle Ubinew. Ubinew, oui. Projet BK et Ubinew. Oui. Allez à la rencontre de Laëlle et de ses produits et aussi de ces espèces de joie de vivre aussi que vous incarnez à travers ce parcours d'entrepreneur. Merci à vous deux, mesdames, d'être venues me rendre visite. Laëlle Kouadio, créatrice Projet BK et pas seulement. Et merci à vous, chère Laure Coussira-Couster, directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI, c'est partout en France? Partout en France, 200 bureaux dans l'Hexagone, dans les Outre-mer, www.adie.org. Voilà, et vous serez accueillis les bras ouverts avec des microcrédits qui vous mettront le pied à l'étrier. Ou par d'autres conseillers. Exactement, Astou est très bien aussi, je vous le conseille. Merci à vous deux, mesdames. Merci. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job comme chaque semaine, et on s'intéresse au recrutement. C'est un livre clé pour parler justement du recrutement. J'accueille l'auteur. Le livre de Smart Job, un livre référence, c'est un livre, peut-être vous qui sortez d'une école de RH, vous qui êtes en reconversion et qui vous lancez dans le recrutement, c'est le livre qu'il faut lire, le grand livre du recrutement. Et j'accueille son auteur, Alain Gavant. Bonjour Alain, ravi de vous accueillir. Alors, quand je dis le grand livre, d'abord c'est le titre de votre ouvrage, mais quand on le voit là physiquement, 600 pages. 200 pages ensuite qui sont aussi en prolongement sur Internet. C'est un travail titanesque. Vous avez décidé de prendre de A à Z la question du recrutement. Est-ce que c'est bien ça, la promesse? Oui, tout à fait. Au départ, je voulais juste réviser le livre que j'avais écrit il y a 10 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que tout avait changé depuis. Et donc, j'ai consacré 2000 heures à identifier tous les grands changements profonds et tous les outils dont avait besoin le recruteur. Donc, vous posez le diagnostic du changement. Vous dites, voilà, sur ce sujet, on a évolué. On n'est plus aujourd'hui avec le cahier, mais on est passé à Excel. De Excel, on est passé au numérique. Et là, vous apportez aussi, pour ceux qui l'auraient comme livre de chevet professionnel, des solutions. Alors, des solutions
à la fois dans le sourcing, c'est-à-dire la recherche des candidats, dans l'évaluation, l'usage des tests, comment l'IA modifie les pratiques de recrutement, quels sont les acteurs, quelles sont les études qui viennent valider les bonnes méthodes. Il y a des interviews, 20 interviews de L'Oréal, de SNCF, de La Poste, d'AXA, des meilleurs experts. Rôle modèle. Les rôles modèles. Donc, en fait, c'est vraiment une somme. C'est le livre que j'aurais voulu lire il y a 20 ans quand j'ai commencé le recrutement. C'est ça, c'est le livre dont vous avez besoin lorsque vous démarrez une carrière et que vous cherchez finalement les bons outils pour éviter les grandes erreurs. Dans les grandes transformations qui percutent le monde du recrutement, qui est votre secteur. Alors, vous avez eu un cabinet, vous êtes aujourd'hui expert. Oui. C'est quoi les sujets? Alors, premièrement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nous restons dans un marché pénurique. Un recrutement sur deux est un recrutement jugé difficile en France. Des métiers particulièrement pénuriques, comme tout le secteur digital, par exemple. Donc ça veut dire que les entreprises doivent mettre en place des stratégies pour bien recruter, pour trouver les bons candidats. Donc ça, c'est le premier point. Des comportements des candidats qui sont complètement nouveaux, des attentes sur l'équilibre vie personnelle. Oui, tout à fait. Équilibre vie personnelle, vie professionnelle, sur les conditions de travail, sur le management, sur la diversité et l'inclusion. Donc ça, il faut le prendre en considération en tant que recruteur. Alain, ça complexifie le recrutement, ça? Mais clairement, aujourd'hui, être recruteur devient un métier très compliqué parce qu'il faut être à la fois technologue, c'est-à-dire comprendre les évolutions technologiques, psychologue pour évaluer les candidats, philosophe et un peu, je dirais, déontologue, c'est-à-dire comprendre aussi comment le métier évolue avec des garde-fous, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise l'IA, quand on utilise des outils de matching pour sélectionner les candidats, il faut quand même comprendre un peu quelles sont les incidences, notamment éthiques. J'ai animé beaucoup de débats sur la relation entre l'IA et les RH, la manière dont les RH peuvent utiliser ou pas l'IA. J'imagine que ce sujet traverse votre ouvrage. On aura toujours besoin de l'humain et des recruteurs, ou est-ce que l'IA peut tout régler? On se souvient d'Amazon, avec le biais du recrutement qui ne recrutait que des hommes de mémoire et qui avait oublié de recruter des femmes. L'IA peut tout régler sur le recrutement? Aujourd'hui, c'est clair que ça nous permet d'avoir des données considérables et de les identifier, de les analyser, donc notamment pour la recherche des candidats. Après, il faut être vigilant sur toute la dimension matching, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sélectionne les candidats. Si c'est automatique, sans intervention humaine, ça peut être extrêmement dangereux. Donc il faut des garde-fous, et d'ailleurs le législateur, notamment européen, a mis en place toute une série de directives européennes sur l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, nous sommes un peu au début. En France, nous sommes en retard par rapport aux Américains, et ces pratiques vont se développer. Ça remet en question d'ailleurs certains métiers de recruteurs, notamment sur toute la dimension sourcing, c'est-à-dire recherche de candidats. Donc ceux-là peuvent disparaître au profit de la machine. Il y aura certainement des automatisations qui vont être vraiment très importantes. J'ai le sentiment, vous dites il y aura, j'ai l'impression qu'il y a. Il commence déjà à y avoir beaucoup de remises en question, effectivement, des pratiques, parce qu'on a des accès. Prenons un exemple. Aujourd'hui, la relation avec le candidat, maintenant, on a des chatbots qui permettent de converser avec le candidat. Et au lieu d'avoir des candidats frustrés qui ne peuvent pas joindre le recruteur, on a des outils avec l'IA qui permettent d'humaniser un peu, entre guillemets, la relation candidat. Également, il y a des champs très importants sur l'évaluation des candidats. Alors, il faut être très prudent sur ces sujets, parce qu'en termes d'évaluation, des outils automatiques, par exemple, qui vont analyser le comportement, les expressions corporelles. C'est interdit si c'est automatique, mais il y a beaucoup aux États-Unis d'expérimentation sur ce sujet. Aux États-Unis. En France, la CNIL dit c'est illégal, car ce sont des jugements automatiques qui ne sont pas fondés scientifiquement. Parce que ceux qui nous regardent ne disent pas. Aux États-Unis, on utilise effectivement les morphings et l'analyse comportementale. Ce livre, il est essentiel. Je vous invite à vous qui vous intéressez au recrutement, vous y plongez. On prend ce qu'on a envie de choisir, évidemment, en fonction des métiers que l'on fait et des besoins que l'on a. Merci à vous, Alain Gavant, auteur de ce livre. Et puis, il y a 200 pages sur Internet qui est prolongeant. Qui sont évolutives, d'ailleurs, puisqu'elles seront actualisées tous les ans. Et que vous faites vivre. Merci à vous, Alain Gavant, consultant en recrutement et auteur de ce bel ouvrage, édité chez Erol. Merci à Nicolas Juchat, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Pierre Loup à la réalisation, merci à Fabien au son, merci à vous de votre fidélité pour tous ceux qui nous regardent et qui sont fidèles. À très très bientôt, bye bye.